Salut les devins, c'est Saikyu, on se retrouve aujourd'hui pour se parler de la review de ma review du chapitre numéro 55 du manga Dragon Ball Super. Elle sort, vous le voyez bien, vous savez quel jour on est, elle sort tardivement, normalement vous êtes à peu près tous au courant de pourquoi, le voyage au Japon, la fameuse Jump Festa, et le fait que je sois tombé malade au moment de la Jump Festa et que j'ai traîné ça jusqu'à encore il y a quelques jours, même là j'ai encore quelques petits restes, donc c'est vraiment très long à m'en remettre, j'avais pas les bons médicaments là-bas sur place et tout ça. C'est pour ça que ça a traîné et que là, depuis quelques jours où je suis en France, je prends ce qu'il faut et ça commence à aller vraiment vers le mieux. Bref, si jamais vous n'étiez pas au courant, eh bien vous l'êtes. C'est exactement la même situation pour My Hero Academia, Boruto et tout ça. Petit à petit, tout se remet dans l'ordre. On va se parler du chapitre 55, faudrait quand même pas s'en parler après que le 56 soit sorti. Et du coup, un chapitre 55 qui ouvre le bal avec quelque chose de très très fort. Et ça, j'avais eu le temps de vous en parler sur ma chaîne YouTube avant de partir ou d'être malade ou quoi que ce soit. Le fait que l'identité de Mérus commence à être révélée. Pourquoi est-ce que je dis commence? Parce que là, vous avez dû voir des tas de vidéos, de sites, de posts Twitter qui vous mettent en gros l'identité de Mérus est totalement révélée. Alors oui, d'une certaine manière, elle se révèle, ça c'est un fait, mais elle n'est pas totalement révélée, parce que dès le départ, et c'est même le Daishinkan qui le dit en première page, qu'il a tout simplement envoyé un ange en formation, Mérus, dans l'univers 7, pour qu'il puisse apprendre des choses sur la manière dont les choses se déroulent, tout simplement, et qu'il puisse élargir ses perspectives. Allez savoir ce que ça veut dire. Bon, en gros, Mérus doit apprendre la vie. Autre chose dont vous avez dû entendre parler un petit peu partout, mais il est quand même de mon devoir de vous le montrer, de vous le rappeler, ou pourquoi pas de vous le faire découvrir, on a une petite indication, petite attention sur le sort des 6 univers détruits, parce que si vous regardez la première page, vous vous rendez compte que autour du palais de Zeno, là où il y a les stèles qui sont supposément censées contenir les univers, si on s'en réfère à quelques indices de Dragon Ball Super et à quelques faits qui nous ont été montrés dans Super Dragon Ball Heroes, je sais ça vole pas haut Heroes, mais bon, une fois qu'on combine les indices de DBS plus des faits dans Heroes, ça peut commencer à matcher un petit peu, et surtout quand l'on compte, là, comptez bien, il y en a 12. Il y a 12 stèles, et il y en a toujours eu 12 depuis le début de DBS, et quand on s'approche, on voit bien que les univers sont dedans, donc il n'y a pas non plus forcément besoin d'avoir bossé 15 ans à la NASA pour se rendre compte qu'il y a les univers là-dedans. Et donc cela correspond au multivers, les fameux 12 univers restants qui ont soit participé, soit été présents partiellement au tournoi du pouvoir. Donc pourquoi est-ce que je vous parle des 6 univers détruits? Parce que s'ils avaient été ramenés à la vie, ramenés à l'existence par le biais de Super Shenron et du vœu de C17, bien il ne devrait pas y avoir 12 stèles, mais il devrait y en avoir 18. Donc pour le moment, ce fait-là que l'on voit, ce n'est pas non plus une vérité scientifique à proprement exacte, mais ça tend à confirmer ce que je vous avais dit dans une de mes vidéos. Le titre, je crois de mémoire que c'était peut-être quelles sont les conséquences du vœu de C17 au tournoi du pouvoir. Je vous avais dit que c'était possible que ces univers reviennent, mais que de manière personnelle, et d'après certains éléments que j'avais apportés, ils n'étaient pas revenus. Après, bien évidemment, on peut toujours théoriser sur le fait qu'il soit revenu, qu'il ne soit pas là, etc. Mais c'est un petit peu trop tiré par les cheveux et ça manquerait d'éléments concrets pour le justifier. Alors, une belle parenthèse se ferme sur ces univers détruits. C'était quand même un sujet intéressant, en tout cas, je l'espère que vous en avez pensé de même, mais on va avancer un petit peu sur les pages de ce chapitre 55 et sur la discussion très intéressante entre le Daishinkan et Whis. Après tout, on commence à se rendre compte que si le Daishinkan parle de Mérus comme un ange en entraînement et tout ça, soulève énormément de questions. Je vous disais que son identité n'est pas révélée à 100%. On va le voir un petit peu plus tard, mais attention spoiler de ma propre review, on va s'apercevoir par la suite que donc il n'a aucun univers affilié, parce que quand il va porter ses vêtements Mérus, il n'aura aucun logo d'univers sur lui, logo que vous retrouverez sur tous les Akaishin, tous les anges, et que vous retrouverez également sur les Akaishin qui sont en formation ou en passation de relais comme Toppo au tournoi du pouvoir dans l'animé. Ça, il ne l'a pas, donc plein de questions en fait se soulèvent par rapport à ça, je vais pas toutes les soulever ici parce que sinon la vidéo va durer 4 heures, mais tu te demandes pourquoi mettre un ange en entraînement s'il n'y a que 12 univers, que tous sont bien gérés, en tout cas plus ou moins bien quoi, que les anges ne meurent pas, ils nous l'ont dit qu'ils ne meurent pas, hormis s'ils font un manquement au règlement, donc là où ils se font péter la gueule, et d'après oui c'est le seul moyen pour qu'un ange puisse mourir, donc en fait pourquoi le mettre en entraînement vu que tous les univers sont gérés? Est-ce que justement ça peut faire écho aux 6 univers détruits? Est-ce qu'ils sont dans un autre lieu en termes de stèles et de sphères qu'on ne voit pas et qu'il va falloir réaffiler des anges? Est-ce qu'il y a un nouvel univers qui est en préparation de création? C'est la porte ouverte à toutes les théories, donc ça sert à rien de s'engouffrer vraiment dedans, mais ça laisse rêveur. Je vais vous donner un exemple concret, quand on avait Zamasu, il était en formation parce que vraiment c'était la galère de Kaioshin dans l'univers 10. On avait Gowasu qui était plutôt vieillissant,
et on n'avait aucun assistant particulier de Gowasu, on n'avait aucun autre Kaioshin, tandis que dans l'univers 6, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs Kaioshin, dans le 7, on sait que dans le passé, et toujours encore actuellement, il y en a plusieurs. Dans les autres univers, on n'a pas eu assez de temps de présence dans les Kaioshinkai pour savoir, donc voilà, ça reste mystérieux, mais en tout cas, on a vu que Gowasu était bien seul et qu'il a fallu recruter un Kaio dans un but bien défini de l'entraîner pour en faire quelque chose. Mais pourquoi tu crées, Daishinkan est le père créateur des anges, visiblement, pourquoi tu le crées, pourquoi tu l'entraînes, s'il n'y a rien à gérer? Après, on peut aussi retourner l'état d'esprit en se disant que peut-être, et là ça serait un pari osé scénaristiquement, de se dire que pourquoi pas, le Daishinkan, père des anges, ne crée pas un ange par rapport à un besoin de gérer un univers ou autre, mais peut-être qu'il crée un ange de manière soit aléatoire, soit réellement prédéfinie en termes de temps. Peut-être que tous les 10 millions d'années, il y a une obligation, je ne sais quoi, de créer un ange de la part du Daishinkan. Ce serait un peu drôle, limite ridicule, mais imaginez que ça soit le cas. Une fois que l'ange est là, qu'il a été créé, qu'il est né, il faut bien en faire quelque chose. Donc je comprends pourquoi il serait formé, mais au fil des millions d'années ou autres, le Daishinkan sera en train de se créer une petite équipe de remplaçants qui ne servira à rien. Donc dans tous les cas, on a du mal à y voir clair sur cette histoire-là. N'hésitez pas à participer à la réponse en zone commentaire. Donc il est également confirmé ensuite que c'est bel et bien le frère de Whis, donc il doit être plus ou moins considéré d'égal à égal, même si on va voir dans les quelques pages qui suivent que malgré tout, Merus fait quelques signes d'allégeance à Whis. Peut-être parce qu'il est plus jeune ou ce genre de choses, mais ça ne vous inquiétez pas, j'ai quand même un élément à vous apporter qui devrait vous interloquer un petit peu sur la question. En attendant, on en apprend un petit peu plus sur les lois des anges et ce genre de choses, et donc on comprend que pour le biais de son entraînement, en fait, c'est un peu un entraînement à la Piccolo qui avait pris le jeune Son Gohan, qu'il avait lâché dans les collines, les forêts, etc., et qui lui avait dit « démerde-toi avec les dinosaures ». Le Daishinkan a pris Merus, il l'a balancé dans l'univers 7, « démerde-toi mon petit », il n'y a pas réellement de chemin prédéfini comme un entraînement de Kame Sennin avec Goku et Krillin. Là, il n'y a pas de bouteille de lait à porter, là, clairement, il se démerde, et dans son chemin, au sein de l'univers 7, eh bien Merus s'est trouvé une place dans la patrouille galactique, chose qui n'a pas réellement dérangé le Daishinkan. Voilà, pas de problème, c'est cool, il a le droit, il œuvre pour une certaine justice, mais bon. Après, il y a toujours des choses qui me dérangent un petit peu, peut-être que c'est parce que c'est la version officielle anglaise et non pas la version originale japonaise, mais quand je vois que le Daishinkan dit « ça ne me dérange pas vraiment qu'il était à la patrouille galactique, parce que comme ça il a pu observer le côté du bon, de la vertu et de ce genre de choses », et du coup là ça vient biaiser, et avec un « i » avant le « a », j'insiste, ça vient biaiser la chose. C'est-à-dire que les anges sont censés être neutres, mais si directement tu le formates, Merus, dans les plus jeunes moments de son entraînement, à être proche du bon côté, à être du côté lumineux de la force en langage Star Wars, bien comment veux-tu qu'ensuite il puisse réellement dans son cœur, dans son âme ou dans son esprit, eh bien pouvoir être neutre. Il a été formaté de base, sachant que la jeunesse, après pour les anges c'est peut-être pas pareil, mais pour nous dans la vraie vie, la jeunesse c'est ce qui va nous forger. Si tu habitues un enfant dès son plus jeune âge à lui dire que les gens qui n'ont pas la même couleur de peau sont méchants, une fois plus grand, il y a de grands risques, il y a de très grands risques, que ce petit qui avait un cœur pur devienne malheureusement un connard de raciste. Tandis qu'à l'opposé, si tu l'habitues à la mixité, que nous sommes tous égaux, que nous devons tous nous aimer, bien évidemment si quelqu'un te fait du mal, tu le mets de côté, mais tu l'habitues à avoir cette ouverture d'esprit, et que la couleur de peau n'est pas du tout une barrière, au contraire, tu lui fais comprendre que dans la vie, il y a beaucoup de choses, il y a des gros, il y a des maigres, il y a des grands, il y a des petits, il y a des hommes, il y a des femmes, enfin vraiment, il y a de tout, il y a vraiment de tout. À partir de ce moment-là, tu vas voir quelqu'un qui va grandir et qui avait un cœur pur, qui va le conserver, et il y a de grandes chances, cette fois-ci, qu'il soit plutôt équilibré. C'est pareil pour Merus, en supposant bien évidemment que l'entraînement dans l'univers 7 était la toute première étape de son entraînement. Peut-être qu'auparavant, il a eu une partie théorique ou autre. En tout cas, cette immersion auprès des mortels ne pouvait pas réellement l'aider pour voir cet équilibre entre le bien et le mal, chose que Beerus et Whis, eh bien en fait, voient tous les jours au quotidien. Ils l'abordent avec une certaine hauteur qui permet d'avoir un certain recul, qui permet de voir les choses dans leur ensemble. Pourquoi ne pas avoir un petit peu poussé ce fameux Merus à se faire entraîner en étant un petit peu comme le stagiaire affilié de Beerus et de Whis? Les deux sont là pour l'équilibre entre le bien et le mal, Merus aurait pu s'y entraîner. Bon, vous voyez, ça soulève encore beaucoup de questions, même si, attention, là on dirait que je suis en train de pas être content, j'ai beaucoup aimé le chapitre, il n'y a pas de souci avec ça, j'ai vraiment pris un gros kiff à le lire, à le relire, comme d'habitude, quand un chapitre est bon, j'ai dû le relire au moins 5 ou 6 fois, il n'y a pas de souci, mais j'ai quand même envie de vous partager mon analyse, de vous partager mes réflexions, en espérant qu'elles puissent vous intéresser.
Donc ce qui se passe, conclusion des choses, en tout cas pour cette première partie du chapitre, c'est que le Daishinkan n'est pas très content pour ce qui se passe, il se prend pour Sir Night Eye dans My Hero Academia et commence à entrevoir quel sera le futur de Merus qui empiète un petit peu trop sur ce côté du bien, et en se battant contre Moro ou en faisant un entraînement réel, un combat réel quoi, contre Goku ou quoi, il va réellement enfreindre beaucoup de règles et on risque de se trouver avec un ange qui dès son entraînement va se faire éclater la gueule parce qu'il n'aura pas respecté les règles. C'est quand même con. En même temps, vous me direz qu'est-ce qui est le plus con? Un ange qui est bien entraîné, qui a beaucoup de vécu, qui a beaucoup d'expérience et qui déconne, ou un ange qui débute et qui ne sait pas réellement comment marche la vie, si je peux le dire ainsi, ou l'existence, et qui va déconner. Dans les deux cas, c'est très paradoxal de les perdre. Et justement, le Daishinkan fait aussi preuve d'émotion, je trouve, dans ce chapitre-là. Déjà, visuellement, il y a beaucoup de plans où il est un petit peu interloqué. Également, quand il accorde certaines faveurs à Whis, mais bon, pourquoi pas, ça reste son fils, et Whis a l'air d'être assez exemplaire. Voilà, il s'associe aux humains, mais pas trop, comme il a pu le faire jusqu'à présent. Mais également, vers la fin, une fois que cet accord a été fait entre le Daishinkan et Whis, eh bien, on a quand même le Daishinkan qui prend cet air très sérieux, qui dit qu'il soit un trouble fait ou pas, je ne veux pas perdre d'ange. Cette phrase me met sur la piste de beaucoup de choses. Alors je vais pas repartir sur des théories extra longues et la parenthèse sera courte, mais déjà, troubleur de fait ou non, ça me met sur la piste que le Daishinkan lui-même, à l'origine des anges, est bien valide le fait que pourquoi pas, il peut exister des anges qui tournent mal. Déjà, on a commencé à le comprendre et devant vu que Merus avait besoin d'un entraînement. Ça veut dire qu'ils ne naissent pas les anges en étant un petit peu omniscients, déjà pré-entraînés, qui sont déjà prêts. Il faut quand même les équilibrer, il faut les paramétrer d'une certaine manière. Je pense qu'on est à peu près d'accord. Mais du coup, là on a la double confirmation, parce que le Daishinkan émet l'hypothèse que l'ange fasse le bien ou qu'il fasse le mal, je ne veux pas perdre un ange. Donc les deux possibilités existent, en plus de la troisième, qui est la possibilité traditionnelle qu'un ange soit neutre et veille sur l'équilibre entre le bien et le mal, mais un ange peut tourner vers le bien et un ange peut tourner vers le mal. Allez savoir, est-ce que c'est une porte ouverte pour la suite des événements ou non, je n'en sais rien, mais là encore, nous avons une belle confirmation, les deux sont possibles, donc la possibilité d'arc futur lié à ça est une réalité désormais. Également, la deuxième partie, c'est là où le Daishinkan dit « je ne veux pas perdre un ange ». Et là aussi, je trouve que le Daishinkan se livre émotionnellement. Ce personnage qui est habituellement très froid, un peu robotique, démuni d'émotions à la limite, qui va rigoler en surface ou être un petit peu sérieux ou un petit peu énervé, mais toujours en surface. On n'a jamais rien eu de très marquant par rapport à ce Daishinkan, c'est des petits sourires, des petits froncements de sourcils ou quoi. Dans ce chapitre, il se livre beaucoup, jusqu'à dire qu'il ne veut pas perdre un ange. Et là encore, beaucoup de questions se posent. Est-ce que justement le Daishinkan ne peut pas recréer d'ange à volonté? Est-ce que ça lui fait de la peine, émotionnellement parlant, d'en perdre un en tant que père ou de créateur? Vraiment, je me pose énormément de questions le devin. Je ne sais pas pour vous, et je sais que je vais obtenir la réponse éternelle dans un commentaire. Oui, mais Saikyo, tu te poses trop de questions, c'est pour les enfants, c'est fait une œuvre facile, etc., etc. Écoutez, c'est ce que j'aime faire. C'est ce que j'aime faire par rapport à Dragon Ball, c'est comme ça que je l'ai toujours vécu, même quand j'étais enfant, comme quoi les enfants ne se posent pas des questions, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais quand j'étais petit, très jeune, et que je regardais des œuvres Dragon Ball ou autres, je me posais déjà des questions, des petites questions à mon petit niveau, mais je me les posais, et je n'ai jamais arrêté de m'en poser, et c'est justement ça qui libère la créativité de chacun d'entre nous, et du coup, j'ai bien envie de continuer, même 25 ans plus tard. Du coup, voilà, vous me direz vers où cette fameuse créativité, vers où ce questionnement peut vous mener par rapport à Dragon Ball Super. Après, bien évidemment, il faut aussi modérer, garder toutes les proportions. Je me doute que Toyotaro et Toriyama ne vont pas nous proposer des scénarios extrêmement alambiqués pour la suite de Dragon Ball Super, mais on a toujours quelques perches, quelques petites pistes qui sont tendues ici et là. Peut-être qu'elles ne seront jamais résorbées, peut-être qu'elles nous mèneront vers certains nouveaux bourgeonnements scénaristiques, et ça serait intéressant. Alors ensuite, transition vers la planète Yardra. Là, on va retomber sur quelque chose qui mène quand même nettement moins à la réflexion. Bien que ça soit très cool, on passe sur le cas de Vegeta. Nous avons le fameux pilote de son vaisseau, côté donc patrouille galactique, en faisant une petite référence à l'ami Kaiwai sur Twitter, qui se pose de manière éternelle la question de savoir est-ce que ce petit être-là de la patrouille galactique pourrait être lié, par exemple en étant le frère de la femme de Tarbell, supposément frère de Vegeta. Pourquoi je dis supposément? Parce que nous savons que de manière canon, dans le film Dragon Ball Super Broly, Vegeta a un frère, mais ils n'ont pas confirmé dans le film quel était son nom. Donc voilà pourquoi je viens de nuancer ma phrase, mais en tout cas Vegeta il a un frère de manière sûre et officielle et canon, on se rapproche de la piste qu'il soit Tarbell, pourquoi se compliquer à lui changer le nom, et donc pourquoi pas qu'il aurait également la même femme que dans l'œuvre
où Tarble apparaît, et pourquoi pas que cet être-là qui lui ressemble énormément pourrait avoir un lien familial. C'est une belle piste à explorer. Ce mec-là est un petit peu en galère avec son vaisseau, ça c'est justement pour introduire la scène. On voit Pibara et d'autres Yardra, on peut le distinguer physiquement que ce n'est pas un clone, c'est deux Yardra différents, sont en train de faire des petits sauts à droite à gauche. Et là, c'est l'ascenseur émotionnel, comme on pourrait dire. Déjà, ascenseur émotionnel vers le bas, parce qu'au final, j'aurais adoré voir l'entraînement de Vegeta. J'aurais adoré voir un truc un petit peu développé, en fait, tout simplement comme l'entraînement de Naruto avec les crapauds pour le mode ermite, surtout que c'est une technique extrêmement similaire, visiblement, que Vegeta est en train de faire, en termes de contrôle et ce genre de choses. Alors pour Vegeta, on ne parle pas réellement pour le moment d'énergie de la nature, mais on parle beaucoup de contrôle et d'équilibre. Donc voilà, il y a quand même un système qui ressemble beaucoup. L'entraînement est déjà quasiment terminé. Vegeta est déjà plutôt affaibli, on va dire ça comme ça. En tout cas, il porte les marques sur lui physiquement et sur ses vêtements de l'entraînement, donc ça a été plutôt difficile. Il a dû essuyer plutôt des chutes, peut-être qu'il a dû combattre face à Pibara, sans y aller trop fort parce que Pibara n'est pas si puissant, mais en étant sur les pics, vous voyez, en suspension, on peut s'imaginer beaucoup de choses. Voilà, là c'est le genre de cas où je n'aimerais pas faire appel à ma créativité et j'aimerais que celle des auteurs se manifeste dans le chapitre. Malheureusement, ils ne nous montrent pas ce qui s'est passé. Et une fois que cette partie contrôle s'est faite, eh bien Pibara dit à Vegeta que déjà, de manière préliminaire, il a reçu un énorme power-up par rapport à avant, que son niveau de contrôle de l'esprit est même bien mieux optimisé que celui de Goku lui-même. Donc Pibara connaît Goku de l'époque, peut-être qu'entre-temps Goku s'est amélioré, mais en tout cas c'est une belle référence pour nous montrer l'évolution qu'il y a pu y avoir. Et là, grâce à ça, on a réellement une piste, les devins, pour comprendre comment Vegeta pourrait évoluer et tenir la cadence face à un Goku Ultra Instinct plus tard. Vous voyez, là, il y a clairement deux chemins qui se dessinent, qui ne sont pas liés aux transformations Super Saiyan, et qui apportent quelque chose de concret aux deux, et peut-être, pourquoi pas, tout aussi efficace chez les deux, ça on verra plus tard. Donc au final, l'entraînement est fini pour la partie préliminaire, je ne sais pas si je me suis bien exprimé au préalable, mais vous allez voir que de fil en aiguille, tout va être condensé et tout va devoir s'arrêter plus tôt que prévu. Déjà, on constate de la technique de Pibara, qui est un petit peu la pièce maîtresse des techniques de Pibara, de soigner les gens, d'après ce que dit un autre Yardra. On a également Vegeta qui veut apprendre ce genre de technique, alors ça serait vraiment cool, il n'y aurait plus besoin de Senzu, de dépendre d'un Kaioshin ou quoi que ce soit pour se soigner. On dépendrait de Vegeta, mais ça serait déjà beaucoup moins de dépendance. Je pense qu'on a le droit de se demander aussi une chose, est-ce qu'on ne va pas nous sortir des facilités scénaristiques du style, même si Pibara n'apprend pas la technique de guérison à Vegeta, est-ce qu'on va pas nous sortir, oui, mais Vegeta ayant appris à contrôler son esprit et étant un génie du combat et venant de voir Pibara la faire, il va arriver à l'imiter sans même l'avoir apprise. Et j'ai un petit peu peur de ce genre de technique pour l'avenir, de facilité au niveau des techniques pour l'avenir de Dragon Ball Super. On verra bien si mes craintes se réalisent ou pas, mais en tout cas, ce qui est au menu pour Vegeta, eh bien c'est la téléportation. Ça serait visiblement la toute première étape. Une fois que tu réalises ce prémisse très important à l'entraînement, que tu obtiennes déjà un power-up. Ensuite, tu peux apprendre la téléportation. Et je pense qu'en plus, ça explique pas mal de choses par rapport à Goku à l'époque, qui est revenu de la planète Yardra après s'être entraîné et tout ça. On comprend pourquoi Mirai Trunks était réellement impressionné par le pouvoir de Goku, parce que là, on peut réaliser qu'il a eu un power-up grâce au contrôle de l'esprit chez les Yardra. Et on comprend également, les devins, pourquoi dans le monde futur de Mirai Trunks, c'est Goku lui-même, il n'y avait pas de Mirai Trunks dans le monde de Mirai Trunks qui est venu les aider. Mirai Trunks n'était pas né, vous le savez. Et du coup, Goku était arrivé avec la téléportation et il a défoncé complètement Mecha Freezer et son père. Alors, c'est vrai qu'il aurait pu sûrement déjà le faire grâce à sa puissance sur la planète Namek, mais à cette époque-là, vous vous rappelez que quand même Freezer tenait plutôt bien la barre face à Goku, même s'il lui était inférieur. Donc, associé avec son père qui, pourquoi pas, nous cachait encore des transformations, ça aurait pu être difficile pour Goku. Eh bien, on va se dire que grâce en plus au power-up des Yardra, son SCJ était bien plus haut que sur Namek, sans parler du Zenkai Boost et ce genre de choses. Donc les devins vous rendez compte qu'on n'est pas du tout encore à la fin du chapitre, mais qu'on a déjà énormément de sujets de discussion qui en ressortent, que l'on a une grosse quantité. Après la qualité, ça c'est plutôt à vous de juger à chacun, je ne vais pas vous imposer mon avis. Moi je trouve que le chapitre est cool, donc quantitativement et qualitativement je suis plutôt séduit. À vous de me dire, en tout cas je pense que quantitativement, on ne peut pas dire que ce chapitre-là aura rien apporté. La qualité, vous me direz en zone commentaire. Et en parlant de quantité, ça continue. Parce qu'au final, l'entraînement, bien évidemment, il fallait qu'il soit interrompu. Le gang de Moro arrive par là. C'est le bordel, c'est la merde, il y a des sbires partout. Il y a même un gars qui porte le nom de Yuzun, si j'ai bien retenu, depuis la dernière fois où je l'ai lu, qui ressemble énormément à Zarbon. Alors permettez-moi de vous ressortir cette fameuse colo d'extrêmement grand niveau professionnel, comme vous pourrez le remarquer, que je m'étais amusé à faire.
et je vous avais mis des petits encadrés pour vous montrer à qui, selon moi, les personnages du gang de Moro faisaient référence, comme par exemple 73 avec Hit, certaines filles par rapport à Towa et tout ça, et je vous avais aussi montré que ce gars-là, eh bien, il avait énormément de similitudes avec Zarbon, qu'il fallait nous confirmer s'il avait bel et bien la peau verte, par exemple, mais que entre son physique, ses cheveux, ses yeux, le diadème et les boucles, etc. qu'il porte, on se tournait vraiment vers un similaire de la race de Zarbon. Et bien, ces choses confirmaient les devins dans ce chapitre-là. L'analyse et la théorie se réalisent tout simplement parce que Yuzun va commencer à se battre contre Vegeta. Vegeta va nous montrer les fruits de son power-up. En forme de base, il tend son doigt pour envoyer une vague de ki sur son adversaire qu'il devait juger pas très puissant, juste plutôt comme un tir de sommation, je pense. Et il fait partir une énorme boule de ki. Et là, j'oserais vous dire que la taille de la boule de ki n'est pas synonyme de sa puissance, c'est plutôt la manière dont on s'en sert, vous voyez ce que je veux dire, bande de pervers. Mais là, c'était vraiment pour symboliser le fait qu'il y a beaucoup plus de ki, beaucoup plus de puissance que ce que Vegeta a voulu mettre qui est sorti. Là, on va pas chipoter autour du sujet, c'est clairement l'effet visuel qui était là pour ça, et on le voit, hein, le résultat sur Yuzun. D'ailleurs, j'aurais peut-être même plus kiffé qu'il n'y ait pas de confrontation avec Yuzun, et que ce trop plein de ki se manifeste par le fait que soit Yuzun soit Mikao, soit qu'il soit mort. Je pense que ça aurait été plus percutant les devins. Parce que là, ce que l'on se dit, c'est que Vegeta, à ce stade-là, à ce niveau-là de progression, sa forme de base, malgré le power-up et malgré le fait qu'il se contrôle mal, ne suffira pas face à Moro. Il va encore y avoir besoin de transformation. Même problème, Moro est capable d'absorber l'énergie, donc l'énergie que déploie Vegeta en forme de base, SCJ, SCJ God, SCJ Blue, Moro va la réabsorber. Donc clairement, il y a un travail à faire entre Vegeta et Pibara, non pas pour la téléportation, mais pour trouver un blocage psychologique au niveau du contrôle de son esprit et de son ki, pour que Moro ne puisse absolument pas et absolument plus absorber son énergie. Là où ça serait encore mieux, c'est si Vegeta était capable de bloquer l'absorption de Moro chez les autres, donc empêcher que Goku se fasse absorber ou quoi. Ça, j'y crois un petit peu moins, parce qu'il va falloir quand même laisser des chances à Moro. Mais si au moins, vraiment au moins dans le combat, Vegeta est capable d'empêcher de se faire voler son énergie, il y a moyen de machiner quelque chose en combo. Même si Goku ou autre se fait voler son énergie, il y aura toujours quelque chose que l'on pourra tenter si on a une carte à jouer. D'ailleurs, j'ai même envie de vous dire que entre la technique de soin et la technique pour empêcher de se faire voler son énergie, on aurait une jolie pièce maîtresse en Vegeta. Vegeta serait toujours en bon état car il ne se fait pas pomper son énergie. Goku pourrait se la faire absorber, mais Vegeta le remettrait sur pied à chaque fois en lui redonnant son énergie. En vous rappelant que dans le début de l'arc, à chaque fois où Moro absorbe, il n'absorbe pas les pleins pouvoirs de son adversaire. On a vu l'exemple avec Vegeta et SCJ Blue, Moro absorbe Vegeta, une fois que Vegeta a été absorbé, il se retransforme, et il dit à Moro, c'est bien beau, tu as absorbé mon énergie, mais là, en me retransformant, je suis toujours plus puissant que toi. Ça n'aurait pas été logique les devins. Si Moro avait absorbé toute l'énergie de Vegeta en une seule fois, déjà Vegeta n'aurait pas pu se retransformer, mais au-delà de ça, la pleine énergie de Vegeta associée, additionnée à celle de Moro déjà préexistante, dépasse forcément celle de Vegeta toute seule. Donc vous voyez que Moro a besoin de réabsorber plusieurs fois la puissance de quelqu'un pour pouvoir l'emmagasiner tout entière et le sécher complètement. Donc conclusion de ma propre logique, c'est que ça pourrait laisser plusieurs rounds à Goku et Vegeta si ça se passe comme je le prédis, pour pouvoir le vaincre. Ça serait très difficile, ça serait vraiment la galère, ils vont frôler la mort c'est sûr, mais ils pourraient y arriver comme ça, en espérant pouvoir compter bien évidemment sur la carte de l'Ultra Instinct, et qui sait si le ki de l'Ultra Instinct, cette énergie-là sera absorbable ou non, nous verrons bien. Alors, avant de s'agiter sur l'Ultra Instinct Watt, il faut quand même résoudre le cas de Yuzun, et là, j'ai trouvé que c'était quand même peut-être un petit peu plus des pages pour grignoter dans le chapitre. D'ailleurs, nous-mêmes dans la review, on va avancer assez vite, on a quand même passé beaucoup de temps de discussion sur les pages précédentes. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est du Zarbon tout craché, on a les sbires qui vont sauter sur Vegeta, mais Vegeta en 2-3 coups, en 2-3 mouvements vite fait, il va carrément les évincer très facilement, voilà, vraiment on perd des pages un petit peu pour rien, même si ça crée du contexte et que c'est toujours appréciable. Mais je ressens exactement la même chose que dans le 54, c'est que Toyotaru a une deadline à accomplir pour son chapitre, comme pour le tournoi du pouvoir. Il fallait que le tournoi, ça n'a pas été dit officiellement, mais on l'a constaté, se termine en manga en même temps ou juste avant que le film Dragon Ball Super Broly, histoire que les choses s'enchaînent bien scénaristiquement et en termes de promotion. Là, j'ai l'impression que sur pas mal d'aspects, Toyotaru, au contraire, il étire pour qu'on arrive à une certaine étape. Allez savoir ce que c'est, je vais pas vous vendre du rêve, c'est pas le principe, mais j'ai réellement l'impression qu'il y a un vrai planning à respecter, et non pas juste une volonté artistique et scénaristique
qui s'épanouit pleinement et qui délivre son scénario comme elle le souhaiterait pleinement. Alors, malgré tout, ça n'empêche pas d'avoir de la quantité et de la qualité, et nous passons sur ce simili Zarbon là, ce Yuzun. Je préfère largement le design de Zarbon, même transformé. Là, on dirait beaucoup trop la sorcière, ou je sais pas comment il l'appelle, dans Merlin l'Enchanteur de Disney, là, à la fin, quand elle devient, déjà de base, elle est dégueulasse, mais quand elle devient encore plus dégueulasse, avec sa tête à moitié cochon, dragon, je sais pas quoi, je vais vous mettre une petite image de comparaison, je trouve qu'il ressemble plus à ça qu'un simili Zarbon. Mais bon, malgré tout, l'état d'esprit est là. Vegeta s'en rend compte aussi, donc il s'était pas réellement rendu compte auparavant que c'en était un, mais il dit « J'ai déjà rencontré des gens de sa race à lui », il précise pas s'il est juste de sa race, s'il est un frère, un cousin, un machin, mais il n'y a aucun lien scénaristique dans les dialogues qui n'est fait par rapport à Zarbon, hormis le fait que Vegeta reconnaît cette évolution-là. Donc, pour le moment, et je pense que pour toujours, sauf s'il y a un guidebook ou une interview qui en parle, eh bien, ce Yuzun n'a pas de lien direct, familiaux, sanguin, avec Zarbon. C'est le constat du jour. Donc, malgré tout, transformation ou pas, Vegeta forme de base suffit à éliminer ce personnage-là. Il lui met des coups dans tous les sens, il part et esquive avec une facilité déconcertante. C'est un match à sens unique. Le Yuzun fait preuve quand même de ténacité, hein. Il envoie des gros bâtiments sur Vegeta. Là aussi, Vegeta, c'est pas de l'ultra instinct, mais vous voyez la facilité avec laquelle il peut esquiver, son corps limite bouge un petit peu tout seul. Ça m'a vraiment rappelé l'ultra instinct quand même. Et il peut, en plein mouvement de ce bâtiment extrêmement lourd, envoyer avec beaucoup de force, le dévier comme ça, l'esquiver comme si tu étais Ezio dans Assassin's Creed. Vous savez, quand il passe dans la foule, il pose la main sur l'épaule de quelqu'un voulant dire dégage de là. Voilà, c'est fait avec une très très grande facilité. Et j'ai même l'impression que le corps de Vegeta a réagi sans réellement avoir besoin de précalculer par l'esprit. Encore une fois, une mécanique proche de l'ultra instinct. Donc loin de moi l'idée de me contrarier moi-même par rapport à ce que je disais au début de la review quand je vous disais qu'il y avait deux chemins différents, mais au contraire, je reprendrai une idée que je vous ai donnée il y a quelques mois sur ma chaîne YouTube, je me rappelle plus du titre de la vidéo, mais l'idée c'était que tous les chemins mènent à Rome. Goku et Vegeta peuvent prendre deux chemins terriblement à l'opposé, mais peut-être qu'ils vont faire le tour du globe et peut-être qu'ils vont finir réellement par se retrouver à Rome après avoir parcouru le monde dans deux sens différents. Et donc arriver avec les mêmes acquis, les mêmes techniques, les mêmes pouvoirs, les mêmes manières de se battre. Je vous dis pas que ça va arriver demain, ça peut prendre, je sais pas, 5 ans ou 10 ans encore de manga Dragon Ball Super pour en arriver là, mais en tout cas ça pourrait être une possibilité qui ravirait tout le monde, dans le sens où Goku et Vegeta ont enfin pu évoluer par des chemins différents, mais dans peut-être 5 ans ou je ne sais quand, eh bien ils vont arriver à la même destination. Ça plaira à tous les fans de voir qu'ils ont pu avoir des techniques et des pouvoirs différents, et qu'ils ont pu résoudre des situations différentes, mais qu'à la finalité ils vont quand même déverrouiller à peu près les mêmes pouvoirs, et ça sera aussi fanservice dans les deux cas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'art de contenter tout le monde. En parlant de contenter, eh bien au combat, Yuzun est quand même encore très très tenace, hein, il n'arrête pas, malgré ses échecs, malgré les coups qu'il prend, malgré son état, il continue. Cette fois-ci, il veut balancer encore quelque chose sur Vegeta, il l'alimente de son propre ki, ça me rappelle un petit peu la météorite de Ultimate Ahatsu dans Super Dragon Ball Heroes face à Gogeta, qui était alimenté du ki de Ahatsu. Et pour Vegeta, ben là encore, c'est une énorme facilité à le renvoyer. Là, on dirait vraiment une balle de ping-pong. D'ailleurs, vu la force à laquelle Vegeta tape dedans, je me demande pourquoi il ne l'a pas broyé, ce truc-là. Mais bon, il lui renvoie. Vegeta va mettre un gros coup de pied dans le corps de Yuzun, il va réellement le sentir passer. On a vraiment quelque chose dans le manga Dragon Ball Super de très graphique. Alors, on n'a pas des cœurs qui explosent, des litres de sang, mais on a du sang, on a des égratignures, on ne voit pas non plus des bras pleinement découpés, les nerfs à l'intérieur des bras et tout ça, mais on voit des choses nettement plus graphiques qu'habituellement dans Dragon Ball Super, et surtout en comparaison dans la version animée ou récemment du film. On avait un petit peu de sang, mais pas beaucoup. Là, Toyotarou se fait quand même plaisir, relativement plaisir, à chacun de ses combats. Donc je vous parlais de Rome à l'instant, et rendons aussi à César ce qui appartient à César. Quand il y a des choses qui sont mauvaises, disons-le. Quand il y a des choses qui sont bien pour la communauté que nous sommes de Dragon Ball, disons-le aussi. Et Toyotarou régale un petit peu sur l'aspect beaucoup moins censuré que dans les autres formats de Dragon Ball Super. Donc comment tout cela va se résoudre? C'est le truc un petit peu classique, c'est le sbire qui va révéler que son chef va arriver sur la Terre. Oh mais ne serait-ce pas Vegeta, ton lieu de vie? Et bon, voilà, Moro débarque sur Terre, Vegeta le sait, Vegeta va devoir précipiter son entraînement, ça va changer beaucoup de choses. C'est aussi une carte scénaristique pour que Vegeta n'apprenne absolument pas tout chez Pibara, sinon Vegeta serait peut-être trop cheaté grâce à ces techniques-là. C'est peut-être aussi une astuce pour lui éviter de passer par la téléportation. Et voilà, et puis on en termine avec Yuzun qui va se reprendre le revers de sa propre technique qui va lui retomber sur sa gueule.
de l'humour plutôt Toriyamaesque. Je pense que c'est Toyotarou qui a pensé, mais ça fait très référence à l'état d'esprit de Toriyama. Il se reprend sur lui-même son propre vaisseau en tapant des têtes un petit peu de cinglés. Vous avez vu comme il rigole et tout ça, Yuzun. Il fait des bye-bye et des machins. Il jubile parce que soi-disant il a réussi à s'enfuir. Déjà Vegeta ne l'aurait pas laissé, mais lui-même, comme le dit Vegeta, il s'est tué lui-même, ne s'est pas laissé faire tristement et drôlement. Donc les devins, nous en sommes maintenant beaucoup plus proches de la fin du chapitre. Nous en terminons sur la scène avec Vegeta. C'était un chapitre assez simplement découpé, scène par scène, de manière efficace. On comprend que Vegeta va pouvoir s'entraîner sur d'autres choses parce que Pibara lui dit j'accepte ta requête, on n'aura pas le temps, il va falloir que je t'aide pour battre Moro spécifiquement et pas respecter notre hiérarchie des techniques ou en tout cas des habilités. La technique c'est le contrôle de l'esprit, le fait de se téléporter c'est pas une technique comme je l'ai déjà dit en vidéo, c'est une habilité qui découle de la technique. C'est un petit peu bizarre mais c'est comme ça que ça marche. Donc ensuite, transition, maintenant que l'on sait que Vegeta va apprendre encore 2-3 trucs, et bien transition sur la cible de tout ça, c'est-à-dire Moro. Moro se rend compte, ça c'est bien, j'aime bien ce truc-là, du fait que Vegeta progresse beaucoup, que Yuzun est mort, Sagambo s'en étonne beaucoup. Malgré tout, Moro enchaîne les erreurs et continue de surestimer ses ennemis. Pourquoi faire ça? Voilà, c'est la facilité scénaristique encore tout craché. Pourquoi est-ce que Moro se réjouit limite de la situation et qu'il dit « Ah ben je vais me maximiser, aller à la limite, me remplir au maximum d'énergie, absorber, bouffer des planètes ». Enfin vraiment, là on dirait la préparation de Booba et Karis qui s'arrêtent jamais pour l'octogone qui feront jamais, c'est-à-dire vas-y power up, l'ennemi power up, enfin tout le monde power up mais on se tape jamais. Au bout d'un moment, donnez-vous rendez-vous, faites quelque chose. Parce que là, ça manque un petit peu de concrétisation. Il aurait fallu, moi-même, je ne saurais pas trop quoi vous donner comme exemple, donc je suis pas forcément bien placé pour parler, mais il aurait fallu quand même trouver une petite justification à tout ça. On a Goku et Vegeta qui sont au courant que ça va arriver plus ou moins sur la Terre et que ça va empirer, qui au final continuent leur entraînement, surtout Vegeta au final qui est plus au courant que Goku, ils continuent leur entraînement sans réellement de se soucier de quand est-ce que ça va tomber sur la Terre, sans réellement avoir non plus de moyens de s'en informer. Alors peut-être que Mirus aurait été capable de le dire à Goku, mais du côté de Vegeta, je crois pas que quelqu'un soit en mesure de l'alerter, hormis si un Kaioshin ou un Kaio par exemple vient l'alerter par télépathie ou quoi, mais sinon non. Donc en fait, au pif comme ça, on continue de s'entraîner sans réellement savoir. Voilà, c'est très bizarre, c'est vraiment prendre un énorme risque. Imaginez Vegeta s'entraîne, la planète Terre est complètement pétée, et il retourne sur là-bas et elle est foutue, tout le monde est mort, enfin c'est fin de l'histoire. Et de l'autre côté, eh bien, t'as Moro qui est tout aussi insouciant, il vient de constater clairement que son ennemi Vegeta, et c'est que Vegeta, même pas Goku, et a été capable de progresser en si peu de temps et beaucoup progresser, ben il se dit, c'est cool, je vais le laisser faire, je vais lui accorder 2 mois de plus, et moi aussi entre temps je vais power up, t'inquiète, ça va passer. Je trouve ça vraiment trop léger comme justification. C'est vrai qu'on a l'habitude des méchants qui se surestiment, là c'était quand même la pilule un petit peu trop grosse à avaler. J'aurais réellement adoré qu'il y ait une justification scénaristique à tout ça. La justification peut se trouver dans beaucoup d'éléments, avec Majin Buu, rappelez-vous que c'était basé sur l'humour, quand on a Piccolo qui le faisait tourner à Super Buu, qui faisait tourner Super Buu dans tout le palais de Dende, voilà, là on a perdu du temps pour l'entraînement, c'était sur le dos de l'humour, plaira pas, mais en tout cas, il y avait quelque chose d'assumé de la part de Toriyama. Là, c'est vraiment, scénaristiquement, on a besoin de dire que du temps s'est passé, s'est écoulé pour les faire power-up, eh bien on va le donner. Donc là, c'est un petit peu carton rouge, je trouve, sur ce point-là, parce que ça n'a ni queue ni tête, il fallait vraiment le justifier. Au final, ça ne change rien parce que ça revient au même et en power-up, mais c'est quand même toujours plus clair pour le lecteur et toujours plus cohérent. En parlant de power-up, les devins, il y en a un qui doit power-up, et c'est Goku. Goku qui arrive quasiment au terme de son entraînement dans une simili-salle de l'esprit du temps, qui n'a pas exactement les mêmes propriétés que celles que l'on connaît, mais ça a quand même des effets relativement similaires. On arrive donc à la fin, Merus s'en rend compte, il lui dit « le temps est arrivé, nous allons devoir nous battre, et nous allons maintenant nous battre pour tester un petit peu ce qui t'arrive à Goku, voir si c'est suffisant pour Moro, etc., etc., etc. » Alors, on a Merus qui prend un air très sérieux et qui dit « maintenant je ne vais pas me retenir », et là encore, les deux, vous me connaissez, j'ai 100 millions de questions qui arrivent par rapport à ça, parce que déjà, je me dis, si Merus, on vient de nous révéler en début de chapitre, il y a 40 pages plus tôt, là, un truc comme ça, qu'il était un apprenti ange, enfin, je me pose beaucoup de questions sur le niveau de puissance des anges. Il est indéniable que le niveau de Whis, de Vados ou du Daishinkan est à des années-lumière de Vegeta, de Beerus, de Goku, de Gogeta, voilà, c'est vraiment très très loin. On n'est vraiment pas dans la même dimension en termes de puissance, il y a un gap indescriptible entre tous ces personnages-là et les anges. Mais par contre, comment ça se fait qu'un ange apprenti, donc relativement jeune et tout ça,
comme Merus, eh bien dit qu'il ne va pas se retenir, mais en gros qu'il va se donner à fond, hein, plus ou moins, pour se battre contre Goku. Goku, qui lui, qu'est-ce qu'il va offrir à Merus en termes de combat? Eh bien on en a la preuve visuelle, c'est l'Ultra Instinct. Regardez cette case, enfin cette double case. On voit le pied de Goku, puis ensuite on revoit cette même scène, sauf que autour du pied et de la jambe de Goku, il y a une aura très particulière et très symbolique de quelque chose. Regardez l'image, vous avez une image qui est au tournoi du pouvoir et l'autre qui est là face à Merus, et en fait c'est l'Ultra Instinct. Et plus précisément, c'est l'Ultra Instinct non maîtrisé. Donc déjà bingo, Goku, un petit peu comme dans SDBH, comme on avait pu le voir quand il est arrivé avec le Daishinkan, peut utiliser à volonté, sans avoir à briser la coquille, à être au bord de ses limites et tout ça, en étant bien soigné, peut ramener l'Ultra Instinct non maîtrisé face à son adversaire. Voilà, c'était la prochaine étape, maîtriser l'Ultra Instinct non maîtrisé. C'est un drôle de jeu de mots, mais c'est la réalité. Donc ça, il peut le faire. Bonne nouvelle. Donc maintenant que la bonne nouvelle est connue et presque digérée, je repose la même question. Pourquoi est-ce qu'un ange, certes un ange en tout début de carrière et en plein entraînement, en pleine formation, aurait besoin de libérer toute sa puissance face à Goku Ultra Instinct non maîtrisé? Là, je me pose beaucoup de questions. Donc est-ce que le message là, c'est d'essayer de nerfer, donc de rabaisser le niveau des anges, chose que je détesterais parce qu'on nous a montré du début à la fin qu'ils étaient surpuissants et à des années-lumière de tout ce qu'on connaît, ou est-ce que on est en train de nous montrer quelque chose de relativement cohérent, c'est que les anges ont énormément de chemin à accomplir avant d'être aussi performants que Whis, Vados, Margarita, même Mojito ou n'importe lequel que vous connaissez déjà, et tout cela passerait par la formation au sein d'un univers, passerait par de multiples combats, pourquoi pas, et pourquoi pas aussi par une évolution naturelle. Nous-mêmes, êtres humains, quand on est enfant, on a beaucoup moins de force que quand on est adulte. Peut-être que c'est la même chose chez les anges, et que le niveau d'un ange jeune serait plus ou moins du même niveau qu'un Akaishin, ce qui est déjà assez énorme, et qu'une fois adulte, alors là on les perd totalement, et ils sont quasiment inatteignables. Donc voilà, ça aussi ça fait une belle question à laquelle j'aimerais avoir votre réponse en zone de commentaire, et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que le combat est coupé. On voit que Merus est en train de lui apparaître autour du cou un cercle, donc le cercle, le fameux cercle des anges, ses vrais vêtements étaient en train d'apparaître, vraiment le gars est en train de se lâcher. On voit qu'il ouvre les yeux et qu'il allait se lancer au combat, mais non, il est téléporté hors de la zone, et là, en tant que grand maître de la situation, on ne peut pas lui faire à l'envers. Whis se ramène, il est très paternaliste par rapport à Merus, bien qu'il ne soit pas son père, au contraire, Merus l'appelle frère. Et là, il n'est pas en train de l'appeler frère comme dans l'intro du frérot le critiqueur, si vous connaissez sur YouTube, non, c'est pas ça. Là, il est en train de l'appeler frère parce que c'est vraiment son frère, c'est un autre ange, et en tant que tel, eh bien, c'est son frère. Par contre, ce que je remarque, c'est que d'habitude, les anges, quand vous voyez Whis, Vados ou Margarita qui se parlent et tout ça, ils se parlent toujours en tant que égal à égal. Là, vous verrez un Merus qui va parler à Whis vraiment comme s'il était son jeune fils, en baissant la tête, en lui disant oui, je vais t'obéir, limite en avouant qu'il a merdé un petit peu aussi. Il va lui dire désolé, je m'excuse. On n'a jamais vu ça entre anges. Donc là aussi, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est réellement le fait que Merus soit très très jeune qui fait qu'il s'excuse, qu'il se met comme ça beaucoup en retrait par rapport à Whis? On le voit aussi qu'il va s'agenouiller par rapport à Whis. Whis va lui faire réellement la leçon, comme un père par rapport à un jeune enfant. Si Whis se mettait à parler comme ça à Vados, elle lui foutrait une claque, ou alors elle le rappellerait à l'ordre, et elle lui ferait fermer sa bouche. Mais là, ce n'est pas le cas, au contraire. Il l'accepte et il accueille à bras ouverts ces remontrances-là parce qu'elles sont déjà légitimes, et parce que la hiérarchie implicite entre Whis et Merus semble être justifiée et également acceptée par Merus. Donc là, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà vu ça se produire entre d'autres anges? Et là, vous allez me dire, oui, mais on n'a jamais eu ce cas de figure. Pas si loin que ça, en fait. Rappelez-vous, on avait une information officielle qui nous disait que Kuss, la petite Kuss, c'était la plus âgée des anges, c'était l'aînée. Donc en partant de ce constat-là, que tous les anges ne sont pas égaux en termes d'anges dans les groupes des 12 que l'on connaît, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais vu, par exemple, là je vous donne un exemple vraiment au hasard, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais vu Whis faire preuve de ce respect-là par rapport à Kuss, s'agenouiller devant elle, ou lui faire ses excuses, la voir à Kuss qui est beaucoup plus expérimentée, faire la leçon aux autres anges. Elle doit sûrement en avoir un petit peu plus à leur apprendre. Pourquoi ça n'a jamais été montré? Est-ce que cette histoire de Merus et d'ange apprenti, c'est quelque chose qui est sorti de la tête de Toriyama et Toyotarou que très récemment, et du coup ils sont obligés de mettre ces mécaniques en place de manière que très récente? Est-ce qu'ils considèrent, les auteurs, qu'une fois que tu es un ange aguerri, peu importe ton âge et ton expérience, c'est bon, tu atteins un niveau que tu ne peux plus dépasser,
donc tous les anges se vouent le même niveau de respect et ils ne se font plus aucune leçon. Je ne saurais pas, encore une fois les devins, vous répondre. C'est un chapitre 55 qui apporte quelques réponses, mais qui développe tellement de questions, et j'espère qu'on en aura des réponses à l'avenir. D'ailleurs, merci à vous tous qui êtes encore là dans la vidéo à m'écouter, en train de développer tous ces sujets-là. Je ne sais pas si vous m'écoutez d'une traite, ou si vous mettez ma vidéo en pause, que vous revenez. Il y en a sûrement beaucoup qui sont partis, qui ont abandonné le navire, mais c'est pas grave. Je vous remercie tous, que vous soyez passés pendant 1 minute, mais je remercie avec encore bien plus de vivacité tous ceux qui resteront, qui sont là, durant cette vidéo-là et qui vont probablement, si vous en êtes là, rester jusqu'à la fin de la vidéo. Vraiment, merci, ça me touche beaucoup. Donc revenons voilà sur ce cas de Mérus. On le voit vêtu de ses vêtements d'ange originaux. Comme j'ai dit en début de vidéo, il n'a pas de logo d'univers, donc il est affilié à rien du tout, ce qui est compréhensible. Mais pourquoi est-il en formation s'il n'a rien pour être affilié? Pourquoi a-t-il été créé? Pourquoi a-t-il été mené à l'existence? On ne nous a pas dit que les anges partent à la retraite ou autre. Voilà, ça peut être aussi une belle perspective. Et je pense que si Mérus ne meurt pas dans cet arc-là, chose qui peut arriver, hein, Mérus peut crever. Si il ne meurt pas ici, il faudra bien faire quelque chose scénaristiquement plus tard, et il faudra l'affilier à quelque chose. Donc voilà, je suis un petit peu mitigé sur le sort de Mérus. Est-ce qu'on va pas lui couper l'herbe sous les pieds et le faire mourir rapidement, ou est-ce qu'au final on ne nous cache pas une belle surprise dans Dragon Ball et l'univers Dragon Ball Super, en l'affiliant à quelque chose qui va réellement nous hyper et nous surprendre à fond. Là, ça serait un petit peu clairement le cas typique de One Piece où tu vois des petits moussaillons en début de l'œuvre. Et là, maintenant, ils sont tous des pirates aguerris ou dans la marine et tout ça. Ils ont même changé de physique, ils sont devenus beaux gosses et musclés. Voilà, ils ont beaucoup évolué, grandi et gagné en maturité. Ce serait un petit peu le cas de Mérus. Beaucoup plus tard, on le reverrait affilié à quelque chose. Un petit peu comme Toppo. Je pense que tôt ou tard, on va le voir être devenu Akaishin à la place de Vermoud. Donc les choses pourraient se bousculer un petit peu. En tout cas, Mérus et oui se cassent, alors là il y aura un petit peu un point de traduction qu'il va falloir éclaircir, mais on ne pourra jamais réellement l'éclaircir parce que c'est un petit peu sujet à interprétation. La version anglaise officielle dit que oui, c'est dit à Mérus, retournons dans le royaume des anges. Je dois te ramener au Daishinkan et tout ça, on va parler. Et Mérus obéit, lui dit oui. Donc c'est cool parce que ça serait un nouveau lieu, quelque chose qu'on n'a jamais vu, le royaume des anges, oh putain qu'est-ce que c'est. Mais de l'autre côté, quand on prend les mots originaux en japonais que Toyotaro a écrit dans son chapitre, eh bien ça serait peut-être un petit peu moins hypant parce que la traduction beaucoup plus mot à mot par rapport à ce qu'il a dit Whis nous ramènerait vers la notion de paradis. Donc retournons vers le paradis, je te ramène, et puis voilà. Sachant que le paradis c'est quelque chose de plus ou moins bien connu dans Dragon Ball depuis un long moment. Sauf que, d'après plusieurs personnes qui parlent plus ou moins bien le japonais, etc., mais toutes ont été unanimes, eh bien l'expression originale en japonais pourrait bien évidemment mentionner le paradis, mais selon la compréhension de chacun, donc là c'est très subjectif, ça pourrait aussi faire référence à une sorte de monde des anges. Parce que la composition des mots dans cette expression-là en japonais pourrait faire référence aux anges et à leur monde aussi, mais ça serait vraiment très sujet à interprétation. Donc traduction première, le paradis, double niveau de lecture et d'interprétation, ça pourrait être le monde des anges. Donc voilà, prenez ça un petit peu comme vous voulez les devins, mais sachez, mon but est de vous avertir qu'on ne va pas forcément, dans quelques chapitres, se retrouver dans un tout nouveau lieu super hypant. Wow, nous sommes dans le monde des anges, ça peut arriver. Ça me rappellerait aussi un petit peu ce qui s'est passé dans Dragon Ball After Future avec le monde des dragons. On avait Shenron Purunga, on avait Lee Shenron, enfin ce genre de choses qui pouvaient se côtoyer là-bas. Donc on aurait un petit peu ce repère à Ange qui pourquoi pas pourra faire son intervention plus tard dans Dragon Ball Super, mais autant ça sera juste une réunion de famille du côté du monde de Zeno sur le fameux poulpe et puis rien d'autre. Donc voilà, hypez-vous mais pas trop, c'est un petit peu le message que je veux vous dire ici. Goku se retrouve seul sur ce lieu dont au final on ne connaît pas le nom. Pourquoi est-ce qu'il y a une salle de l'esprit du temps ici? Allez savoir, on n'en sait rien du tout. Whis n'apportera pas plus d'aide jusqu'à présent à Goku. Et là Goku se retrouve seul sur cette planète, sauf qu'il ne sait pas piloter le vaisseau, donc il va pas pouvoir repartir comme ça. Et visiblement il est tellement loin et éloigné, d'après ce que j'ai compris, que la téléportation semble compliquée. Alors je me demande, est-ce que Goku peut se téléporter un petit peu en étapes? C'est-à-dire qu'il va se téléporter depuis ici jusqu'à chez Kaio. Est-ce que c'est possible? Je me pose la question. Dans cette galaxie, Kaio est un petit peu le point de repère de Goku, donc il pourrait se téléporter chez lui puis repartir sur Terre, chose qu'il sait déjà faire. Ou alors, est-ce que Goku, s'il est vraiment perdu, ne va pas essayer de détecter du ki et faire une rencontre un petit peu étonnante? Peut-être qu'il va tomber sur un nouveau personnage totalement inédit, peut-être qu'il va se téléporter en sentant un ki qu'il connaît et se retrouver nez à nez avec Broly, ça pourrait aussi le faire, il connaît Broly, il est revenu l'entraîner, on nous l'avait dit au début de l'arc, en plein milieu du chapitre 42, on nous l'avait dit à la fin du film DBS Broly, peut-être que voilà, il va faire un petit peu de manière random une recherche de ki et essayer d'aller vers là où il peut, sachant que l'équipe de Broly, Shirai et Remo
devait vagabonder dans l'univers, c'est ce que Raymond avait dit, et ne plus rester sur Bampa. Ça pourrait être intéressant qu'il se balade de ce côté-là, et qu'il serve un petit peu de point de transition. Peut-être que Goku va sentir les Yardra, enfin, il peut se passer beaucoup de choses, parce que ça pourrait aussi aider. Si Goku se retrouve sur Yardra, et que Vegeta n'a pas appris la téléportation comme ça semble être bien parti pour, il pourrait aussi l'aider à se téléporter, à ne pas prendre le vaisseau pour aller sur Terre. Bref, ça pourrait être une étape assez drôle et assez intéressante pour le scénario que Goku passe par un nouvel intermédiaire pour se téléporter. On peut aussi avoir quelque chose de beaucoup plus rapide comme Kaioshin, qui l'observe, voilà, c'est son but, en plus c'est son ami, donc il va l'observer, voir qu'il est en galère, il va arriver ici, ou Kibito, et lui tendre la main, lui dit « Attends, vas-y mon poteau, je te ramène sur Terre ». Donc ça peut se régler très vite, comme ça peut se régler avec un petit peu plus de temps, cette affaire Goku, avec une rencontre inattendue, chose qui viendrait pimenter le scénario. Les devins, on s'est beaucoup parlé aujourd'hui, en tout cas ça a été un long monologue de mon côté, mais j'espère que ça ne restera pas un monologue, grâce au fait que vous viendrez m'apporter vos commentaires dans la zone prévue à cet effet juste en dessous de la vidéo, juste en dessous de cette vidéo-là. Merci une nouvelle fois, je vous le redis, c'est très sincère, ça vient du fond du cœur pour tous ceux qui sont restés du début à la fin de cette vidéo-là. Pour ceux d'entre vous qui m'accordez votre soutien, peut-être que tout ne vous a pas plu dans la vidéo, mais c'est justement ça qui est générateur de débat, ça fait toujours plaisir. Merci vraiment pour tout, merci d'être là, merci d'avoir été là et j'espère que vous serez encore là à l'avenir. La vidéo aura besoin d'un énième soutien de votre part, c'est le fameux pouce bleu. Je sais que ça peut être un petit peu chiant, mais c'est quelque chose qui aide vraiment énormément concernant le référencement sur YouTube. Ça change du tout au tout. S'il y a votre pouce bleu ou pas, ça change énormément de choses sur YouTube. Merci à vous tous. De manière plus optionnelle, il y a ma page Utip qui s'affiche à l'écran et qui est en description. Si ça n'est pas déjà fait, vous pouvez également vous abonner et activer la cloche des notifications pour qu'on puisse se retrouver sur une prochaine vidéo qui ne durera pas si longtemps que ça, je vous le rassure. C'est plutôt ma tradition au niveau des reviews du manga DBS de prendre un petit peu mon temps pour vraiment pouvoir développer tous les sujets qui me tiennent à cœur avec vous. Mais pour les autres vidéos, c'est quand même nettement plus concis à chaque fois. Merci, 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 ça sera vraiment le mot de cette vidéo-là pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.